Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avec les yeux de la pleine présence. C'est la rentrée et le burn-out est toujours une réalité, ou un risque pour beaucoup. Il existe déjà de nombreux contenus sur les étapes ou les symptômes. Le livre de Paul-Antoine Martin, Le temps des pervers, Burn-out, l'épidémie du siècle, apporte un éclairage unique. Unique parce qu'il décrit avec une grande justesse comment un manager pervers conduit au burn-out. Unique aussi par l'immersion. Il ne fait pas que raconter, il nous fait entrer dans l'expérience. Et ça crée de vrais déclics. À la fois sur le fonctionnement des pervers, le burn-out, mais aussi la renaissance et les voies pour en sortir individuellement et collectivement. Place à l'interview. Merci. Écoutez, Voilà. c'est effectivement le but, hein, le but de ce livre, hein, le temps Mm. des pervers, mais aussi du précédent, c'est de plonger le lecteur dans une forme romancée, même si tout est totalement vrai, puisque c'est mon expérience. Euh, enfin, tous les faits sont vrais en tout cas, mais c'est ma vérité, hein, mais c'est mon regard sur les choses. Et j'essaie de l'analyser sous forme romancée pour immerger vraiment le lecteur dans cette ambiance. Et je pense que c'est la meilleure façon. La meilleure façon, c'est de ne pas passer par le mental, mais de passer par cette plongée dans l'expérience pour faire comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors, mes deux livres parlent de la corruption morale. Le premier, Le clan des seigneurs, parle de cette corruption morale qui a complètement envahi la haute fonction publique, mais aussi les politiques, et comment elle se traduit dans un quotidien plutôt minable et mesquin, mais c'est le quotidien de nos très hauts fonctionnaires. Moi, je l'ai vécu, je les ai côtoyés pendant 15 ans, et tout ce que je raconte est totalement vrai. Et la suite, Le temps des pervers, c'est une suite, et ça raconte là une autre corruption morale, c'est comment celle-ci, cette corruption morale, se décline dans le management et comment elle pervertit les modes de management, comment elle pervertit les relations jusqu'à induire des modes de fonctionnement totalitaires, éminemment pervers dans le monde du travail, conduisant à la destruction d'individus. Et c'est ce que j'ai vécu. Et donc, il faut effectivement immerger le lecteur dans cet univers pervers pour qu'il comprenne et Alors, ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est un pervers et comment il agit, beaucoup de lecteurs m'ont dit, c'est un véritable manuel. Ce livre est un manuel qui permet de comprendre, en fait, parce que les pervers agissent toujours de la même façon. Ce ne sont pas des gens surintelligents, ce sont des gens qui, comme vous le disiez au début, pensent différemment de la personne qui est sincère et saine. Et donc, et c'est ça leur force. C'est que quand on est sain et sincère, on essaie de projeter sur eux un mode de fonctionnement sain et sincère. Et c'est justement là qu'on se trompe, parce que eux, ils sont justement totalement le contraire de ça. Et donc, on est piégé et on ne se rend pas compte qu'on est piégé parce qu'on continue dans notre logique de croire qu'il y a une sincérité et quelque chose de sain derrière ce qu'ils font. On essaie de comprendre. Or, il n'y a rien à comprendre. Ils ne cherchent qu'à nous manipuler, à nous mentir et à nous détruire. Et ils sont mus par ça parce qu'ils ont une histoire personnelle qui fait ils ont comment dire, une proximité avec le mal, on va dire, une proximité avec l'envie de détruire autrui, l'envie de détruire des organisations. Un pervers ne construit jamais, il détruit. Détruit toujours. Voilà, toujours. Et c'est pour ça que quand on est dans les mailles de son filet, ça va mal se passer. Sauf si on comprend qu'il est en train de faire justement, il est en train de détruire, et à ce moment-là, on peut agir soit en fuyant, soit en ayant peut-être des moyens d'action. Ce dont vous témoignez, c'est de la brutalité de ces modes de fonctionnement, mais également qui sont très courants. Le sujet est, à mon sens, excessivement important
Et je vous remercie parce que je suis assez étonné de voir, par exemple, les médias de gauche ne pas réagir à la question des violences psychosociales au travail. Or, c'est ce que je décris dans un mode extrême, mais en fait, mes avocats m'ont dit que c'était courant. Mon Mm. histoire, l'histoire que je raconte, elle paraît complètement délirante, elle paraît totalement hors norme. Or, mon avocate, quand je l'ai contactée, c'est une amie, quand je l'ai contactée la toute première fois, et j'étais au tout début de l'histoire, donc je ne pouvais pas savoir tout ce qui allait se passer après, et même je n'avais pas idée que le pervers qui était en train d'agir était à ce point pervers, elle m'a décrit tout ce qui allait se passer. Elle m'a dit, bon, mais c'est clair, c'est ton DG, il est en train de faire ça, il est en train de tirer les ficelles, il est en train d'organiser ce qui va se passer. Et elle m'a tout décrit. Elle m'a dit, mais c'est classique et moi je le vois quasiment tous les jours. Donc ça nous paraît, nous, gens sains, absolument délirants. Or, les juges, les avocats, les psychiatres voient ça tous les jours, soit chez leurs clients, soit dans leur cabinet. Et c'est quelque chose d'extrêmement courant. On en parle peu parce qu'on a honte d'en parler, parce qu'on a honte de se dire, mais j'ai été pris dans cet engrenage, j'ai été C'est ça, détruit ouais. par un individu. Or, c'est d'utilité publique de dire que ça se passe et que ce n'est pas exceptionnel. Des pervers, il y en a, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, peut-être. Toujours est-il qu'ils sont promus par notre société. Ils sont promus par une société qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus dénuée de principes, de valeurs, dénuée de toute moralité, dépourvue de spiritualité, avec même une volonté de détruire tout ce qui est moral et tout ce qui est spirituel. Et dans cet univers-là, qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus dérégulé, ça c'est un mot très à la mode, eh bien le pervers est totalement à l'aise. Et donc le pervers, naturellement, va être reconnu comme étant plus efficace, comme ayant de meilleurs résultats en entreprise ou dans l'administration. Et donc, de fait, tout naturellement, il va être promu. Donc, Justement, ce que vous dites, c'est aussi que c'est un leurre. Parce qu'en fait, l'augmentation des pervers dans le management ou dans tout le management est due au fait qu'ils apparaissent comme des performeurs, qu'ils aiment la compétition, qu'ils sont animés par la gagne du pouvoir, puisque c'est la seule chose qui les nourrit, c'est détruire et c'est le pouvoir. Mais en même temps, et c'est aussi les cas que vous avez vécu, les résultats sont catastrophiques. Parce que les justement, ils résultats, aiment détruire. Mais pendant un laps de temps, ils donnent l'apparence d'être performeurs. oui, parce qu'ils manipulent beaucoup. Ce sont des manipulateurs de l'information, des manipulateurs dans leurs actions. Et donc, ben, on voit ça aussi au niveau de la gouvernance du pays. Je fais un lien entre ce management extrêmement toxique que l'on rencontre couramment désormais dans le monde du travail, et je fais ce lien avec le management, la gouvernance toxique que nous connaissons aujourd'hui, soit au niveau des politiques en général, soit au niveau même plus généralement, au niveau de l'Europe, même encore plus généralement. Mais il y a justement cette illusion que ce sont des gagneurs, que ce sont des gagnants, qu'ils ont les solutions, les bonnes solutions, ils ont la capacité et ils convoquent pour ça ce qu'on appelle la novlangue, un mode de communication qui n'est que de la propagande et qui, par des subterfuges langagiers, arrive à créer des mini-sidérations à répétition dans l'esprit de ceux qui écoutent et qui n'ont et ces sidérations répétées, c'est une forme de harcèlement, hein, c'est une forme de harcèlement soft, mais c'est une forme de harcèlement. Ça conduit à ne plus être capable de penser ce qu'ils font. Et c'est quand ils sont partis que l'on est, comment dire,
que l'emprise en fait qu'ils ont posée sur les gens, elle a disparu. Ben, on se rend compte qu'ils laissent un champ de ruines. Et pourtant, tout avait l'air merveilleux quand ils étaient là. Parce Oui, que la communication est fausse. Ce sont des très grands manipulateurs. Ce sont des gens. Moi, je décris un des personnages dans le livre. Je dis, ce genre de personnages, ils mentent comme ils respirent, parce qu'ils sont faits comme ça. Ils se mentent à eux-mêmes depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils se sont construits. C'est un mode de fonctionnement. Donc tout est dans le mensonge. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. Et c'est ça qui est terrible quand on est dans un univers professionnel. On est soumis à son patron ou à sa direction. Et si son patron ou sa direction fonctionne comme ça, ce lien de soumission est de fait destructeur. Voilà, parce que tout est faux dans ce qu'ils peuvent raconter, et ils ont aussi un narcissisme qui les conduit à se mettre en avant et à choisir ceux qui vont être des médiocres autour d'eux pour justement pour que ces médiocres soient des faire-valoir en fait de leurs actions, et soient des gens qui ne sont là que pour applaudir parce qu'ils doivent tout à leur patron. Voilà, donc c'est la construction. Le pervers construit un écosystème pervers, pas forcément avec des pervers autour de lui, mais avec des médiocres qui vont, qui vont élargir le cercle de la perversion. Voilà. Et ça, c'est absolument terrible. et par contre, les personnes saines et compétentes vont devenir leurs ennemis, et c'est là où il va s'acharner pour le faire sortir de l'organisation. Oui, parce qu'il sait qu'il peut être démasqué. Donc celui qui, à un moment donné, est compétent, celui qui a une capacité d'analyse, il est dangereux parce qu'il est capable de le démasquer. Et quand il mesure que l'autre l'a démasqué, alors là, ça déchaîne et c'est violent. Et aussi quand l'autre est heureux ou Oui, est authentique, en fait, tout ce qui n'est pas, il va le sentir chez l'autre et ça va le, enfin, il ne supporte pas. mais il Il se ne porte supporte pas, pas le contraire de ce qu'il est, en fait. voilà, et il va se concentrer en fait sur l'autre qui lui apporte en fait un comment dire, le portrait de ce qu'il aimerait être, mais ce dont il est totalement incapable. C'est-à-dire la joie, une certaine humanité, une sincérité, une authenticité, comme vous disiez. Tout ça, tout ça déclenche en lui une haine destructrice. Et de sentir aussi que les autres aiment cette personne. Ça pour lui, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Et c'est là que l'on voit, donc, on dit que le harceleur, euh, il, euh, il isole sa proie. Et c'est ce qui se passe. Alors, quand il se rend compte que une personne a une aura, est aimée ou appréciée par d'autres, il va à ce moment-là se concentrer sur cette personne-là pour l'isoler des autres, et il va l'isoler en créant des calomnies, en créant tout un tas des mensonges, en recréant tout un tas de faits qui sont faux pour justement détruire l'aura que cette personne peut avoir auprès des autres. Ouais, C'est c'est un double effet, ça détruit l'aura donc, et en même temps ça l'isole. Et du coup, son esprit critique, sa force, devient plus, s'affaiblit, devient plus fragile. Il n'a plus d'effet. Euh, ouais, parce que Il n'a on perd le soutien, même si on est très ancré, on a un esprit très critique personnellement et on est très vigilant et tout ça. Le fait d'échanger avec les autres et d'avoir la confirmation par les autres que ce qu'on voit, ils voient la même chose et tout ça, ça renforce. Et donc en isolant, ça fragilise quand même. Même si on est fort, ça fragilise. Ça fragilise effectivement même l'entourage, parce que sa proie, il l'a identifié comme étant un catalyseur comment dire, d'esprit critique contre lui.
Et donc, il va avoir besoin de casser ça parce que il faut pas qu'il soit démasqué. C'est vraiment sa ligne de conduite, c'est Mm. je ne dois pas être démasqué et celui qui est en capacité de le faire, je dois le détruire, l'isoler et l'éliminer. Et ça Et explique aussi pourquoi ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils sont tellement habités, oui, omnibulés par tout cet aspect stratégique, à toujours rebondir, à toujours construire, tout ça, qu'ils n'ont pas le temps de vraiment travailler. non, et puis il ne s'entoure pas des bonnes personnes, Aussi. puisque ceux qui seraient bons, justement, ils vont justement les casser, les isoler, les éliminer, et ils vont s'entourer de médiocres. Ils ont besoin des médiocres. Moi, je raconte dans mon livre, à un moment donné, comment Ursi, justement, qui est le pervers en chef, qui organise la, la destruction, en fait, de Coulanges, euh, comment il arrive à manipuler tout un tas d'individus qui sont, euh, qui sont particulièrement médiocres pour fabriquer des faux témoignages, etc., etc. Une fois que l'affaire est terminée et qu'il a réussi à détruire Coulanges, ce Ursi va remercier tous ces individus médiocres par des promotions et en leur offrant des primes, des voitures de fonction, etc. C'est vertigineux. C'est-à-dire Mm. que à ce moment-là, il crée des individus redevables autour de lui. Et ces gens redevables créent autour de lui une carapace, une muraille, qui vont finalement le protéger. Et il se retrouve dans une situation où il n'a même plus besoin de produire de bons résultats, puisque les médiocres autour de lui le protègent et de toute façon l'acclament quoi qu'il fasse. Mm. Et, et quand on, comment dire, quand on euh, transpose ce genre de fonctionnement dans le monde politique, on voit bien aujourd'hui qu'on a tout un tas de ministres qui n'ont rien à faire comme ministres et qui ont une texture personnelle, une épaisseur personnelle nulle, qui sont ministres uniquement parce qu'il y a un individu qui, à un moment donné, a jugé qu'ils étaient suffisamment médiocres et pour être très redevables auprès de lui. C'est-à-dire que donc, on a des gouvernants qui se sont entourés d'ultra médiocres pour justement être garantis de tenir sur la durée et de renvoyer et de démultiplier au niveau de la population tout un tas d'éléments faux sur les résultats, etc. C'est c'est très très impressionnant de voir le mode de fonctionnement, mais c'est toujours le même. C'est pour ça que dans l'avant-propos de mon livre, je dis voilà, l'histoire que je raconte, c'est une allégorie. C'est vrai, tout est vrai dedans, mais c'est l'allégorie du fonctionnement des pervers en société. Et toujours, il se passe, et je décris ce qui se passe. Toujours, ils vont agir de telle façon. Toujours, ils vont éliminer et comment ils vont éliminer leurs cibles et ceux qui peuvent les déranger. Mm. Et, et donc, c'est systématique. On est dans un schéma de fonctionnement. Ce sont des gens qui ne sont pas créatifs. Ce sont des gens qui n'ont pas de capacité, comment dire, à, à construire. Donc, finalement, c'est toujours la destruction qu'ils produisent et ils le font toujours de la même façon. Et c'est ça qu'il faut bien, bien percevoir. C'est le même fonctionnement. Le pervers au travail fonctionne de la même façon que le pervers ou la pervers dans un couple, ou que le pervers ou la perverse homme politique. C'est toujours la même façon, c'est toujours les mêmes schémas. Et c'est pour ça que j'ai construit ce livre, finalement. Alors, il se lit comme un roman, mais c'est comme un manuel de compréhension du mode de fonctionnement du pervers et jusqu'où il peut faire du mal dans notre société. Et donc, ça conduit pour un individu, quand il est emmené dans cette perversion au travail parce qu'il y a un lien de subordination, un lien de soumission, et parce qu'il y a un harcèlement régulier qui le frappe, ça conduit au burn-out. Et le burn-out donc, que j'ai vécu, qui est un burn-out très sévère, il est
totalement symptomatique de la société dans laquelle nous vivons. Il parle de notre société, il parle en creux de ce que notre société est capable de faire aujourd'hui. Et c'est très inquiétant parce que le burn-out n'attaque pas, ne frappe pas les menteurs, ne frappe pas les manipulateurs, ne frappe pas les feignants. Il frappe les gens qui ont une volonté de bien faire, qui ont une volonté de s'investir fortement dans leur travail, qui croient à l'atteinte des objectifs qu'on leur donne, qui croient au bien collectif. Et tout ça, ce sont des valeurs que les burn-outés, on va dire, partagent. Par contre, un menteur, un manipulateur se fiche complètement de tout ça. Il n'a pas de valeur puisque pour lui, la vérité, c'est un mensonge qui marche. N'importe quoi peut être transformé en vérité puisque c'est ce que lui dit et que qui au final fonctionne. Donc un mensonge pour lui peut se transformer en vérité puisqu'il y a ce rapport en fait de un rapport utilitaire au mensonge et donc il n'a pas de colonne vertébrale, on va dire, solide. Et je dis dans mon livre à un moment donné, mais est-ce qu'on a déjà vu un homme politique de carrière faire un burn-out? Et pourtant, ils sont dans des univers mais extrêmement violents, extrêmement pervers, extrêmement avec des injonctions contradictoires en permanence. Eh ben non, il n'y en a pas. Parce ils sont tellement souples, tellement acrobatiques dans leur compromission, dans leur incapacité à tenir, à croire en quelque chose, qu'ils se satisfont de tout. Et donc, au travail, le burn-out frappe finalement les plus valeureux, ceux que l'administration ou l'entreprise a le plus intérêt à choyer pour avoir des bons résultats. Et c'est ça l'immense paradoxe. Et ça montre bien que que l'univers du travail devient pervers, puisqu'il détruit en fait ceux qui vraiment produisent des résultats et promeut ceux qui n'en produisent pas et au contraire détruisent. Et c'est là qu'il y a un véritable renversement en fait qui est dû à la perversion, parce que la perversion inverse tout. Mais comme dit, ça dure un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un réveil, une prise de conscience des dégâts qui ont été faits. Ça dure un certain temps, et pendant ce temps-là, on souffre. Ouais, Pendant c'est ce temps-là, effectivement, il ça. y a du dégât. Pendant ce temps-là, il y a de la novlangue. Pendant ce temps-là, il y a une propagande, parce que la communication en entreprise ou dans l'administration est devenue propagande. C'est plus de l'information, c'est une véritable propagande pour soutenir le, comment dire, l'action de la direction. Et de plus en plus, on se dirige vers un fonctionnement orwellien. Et c'est ce que j'exprime à un moment donné. On nous parle d'agilité, on nous parle de résilience, on nous parle de tout un tas de termes faits par les cabinets de conseil. Ce sont des termes qui sont, comment dire, évidés de leur vrai sens, parce qu'à chaque fois, ce sont des sens très nobles. Justement, le pervers va salir les mots qui sont des mots importants, des mots qui peuvent aider. Il salit ces mots-là pour que ces mots-là, finalement, ne valent plus rien et que les gens ne puissent plus s'accrocher à des mots solides. Et on nous parle de tout un tas, effectivement, de valeurs comme ça, de résilience, d'agilité, qui ne veulent plus rien dire et qui ne sont là que pour masquer des intentions perverses ou des modes de fonctionnement pervers. Alors, comme vous le dites, ça dure qu'un certain temps parce que la vérité finit par émerger. Le réveil est douloureux, le réveil est brutal, mais effectivement, au bout d'un moment, on émerge. Alors, on émerge la vérité émerge d'autant plus vite que l'on a conscience que l'on est en présence d'un pervers. Et Exactement. c'est tout l'intérêt, justement, de cette prise de conscience dont vous parliez au début. Ouais. Avant de passer à un autre aspect, on peut peut-être résumer les caractéristiques d'un pervers. Quels sont les grands traits d'un pervers? On parlait du machiavélisme, manipulation, c'en est un.
Alors, la manipulation, le mensonge, ça, ce sont le mensonge, la manipulation, c'est vraiment quelque chose de commun. C'est la base continue, on va dire. C'est le socle de leur fonctionnement. Le pervers est animé d'une volonté de détruire. Ça, on l'a dit aussi. Il ne construit jamais. Alors, la manipulation et le mensonge sont de toute façon des modes de fonctionnement qui détruisent. Ça détruit la confiance, ça détruit la vérité, ça détruit l'esprit critique, enfin, ça détruit plein de choses. Le pervers aussi va s'attacher à diviser. Il divise un groupe par les mensonges qu'il peut raconter, par les calomnies qu'il peut instiller. Donc il va diviser, jusqu'à atomiser le groupe. C'est-à-dire que il va utiliser tout un tas de sujets, et à chaque fois, ces sujets vont servir à diviser. Et la multiplicité des sujets qu'il va utiliser va faire qu'à un moment donné, ça va atomiser et ça va créer des rivalités entre les gens qui, eux, ne sont pas pervers, mais qui se retrouvent dans cette emprise-là, dans cette division qui est instituée dans le groupe. Ce qui fait que le pervers, qui est aux commandes, se retrouve complètement, comment dire, allégé de se justifier, puisqu'il a sous lui des gens qui sont divisés et qui s'opposent. Donc lui, il est là, il est le noble individu qui joue ensuite aux sages qui les rassemblent, faussement bien sûr. Mais c'est vraiment un jeu, et ça c'est pour le coup un jeu tout à fait pervers, comme on le dit dans le langage courant. Donc il y a cette division, et ça c'est un trait tout à fait caractéristique, parce que on ne construit qu'en étant unis, parce que la force vient de cette union, vient de la multiplicité des points de vue, etc. Donc on construit bien que par une multiplicité des points de vue et des idées. Si le groupe est complètement divisé, désuni, atomisé, en rivalité, on ne peut plus rien construire, c'est pas possible. Donc, de toute façon, un groupe divisé qui ne se rend pas compte qu'il est divisé à cause du pervers ne va rien produire et le groupe ne produira rien. Et le pervers, lui, ressortira comme un esprit, comme je le disais, sage, au-dessus de la mêlée, comme ils savent souvent le dire. Moi, je suis au-dessus de la mêlée, sauf que c'est eux qui ont créé la mêlée. Euh, Ça aussi, c'est un trait tout à fait caractéristique. Quoi d'autre? Alors ensuite, il y a des modes de fonctionnement. Il y a l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire, c'est vraiment un mode de fonctionnement pervers. C'est un outil du pervers qui, sans qu'il ait en phase d'être démasqué parce que quelqu'un a compris la faute qu'il a pu faire, la faute morale ou la faute, l'action faute qu'il a pu faire, et l'inversion accusatoire procède de la chose suivante, c'est-à-dire il va renverser, il va renvoyer sur l'autre la faute que l'autre lui a découvert en lui. Et donc, cette inversion accusatoire, elle est terrible, c'est-à-dire que si un individu un individu a découvert que le pervers était un voleur, par exemple, il va essayer de prouver le vol, et le pervers va renvoyer sur l'individu sain, justement, cette accusation de vol. Et ou de mensonge, ça marche avec le mensonge, ça marche avec la calomnie. C'est en permanence, et le pervers crée comme ça, autour de chacun, par cette inversion accusatoire, un doute. C'est-à-dire que la vérité, on ne peut plus la cerner. Les gens qui sont spectateurs de cet échange entre deux individus, dont l'un des deux est pervers avec cette utilisation de l'inversion accusatoire, ben, ils finissent par se dire, ben, c'est 50-50. Et donc, ou alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez? Sauf que j'ai une expression où je décris dans mon livre, sauf que le pervers, quand il agit, c'est un fumigène.
il n'agit pas à partir d'un vrai feu qui crée de la fumée, et c'est lui qui crée la fumée. Et donc, c'est ça l'inversion accusatoire, c'est de créer la fumée sur l'autre pour que les gens autour se disent ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais il n'est pas tout blanc. Donc, donc, au final, le pervers se retrouve quand commence à être démasqué, il se retrouve, comment dire, il arrive à renvoyer sur l'autre ou sur les autres tout un tas d'accusations non prouvées et souvent non prouvables. Et c'est là que c'est le plus fort. Qui permet de justement de comment dire de ne pas être accroché par une accusation et de toujours pouvoir s'échapper. Et Et là on où en connaît quelqu'un tous. de classique se défendrait, c'est vrai, c'est vraiment Quelqu'un la de classique, différence, quoi. effectivement, quelqu'un de sincère, il essaierait de se défendre en essayant de prouver. Mm. Non, le pervers, lui, il renvoie l'accusation sur l'autre. Et donc, ça nivelle tout, ça annihile les doutes qu'on peut avoir sur lui, mais ça les envoie sur les autres. Et comme ça, il peut s'échapper. Et comme ça, il peut ensuite, parce que à force de le faire, il va ensuite pouvoir euh, créer une réalité dans laquelle les autres sont coupables et utiliser ses propres calomnies comme des faits pour prouver que les autres sont coupables. Donc c'est kafkaïen, c'est complètement délirant et ça rend les gens fous. Rend les gens fous. C'est-à-dire que moi, je décris comment un pervers dans le monde du travail a pu, par plusieurs calomnies, parce qu'à un moment donné, il y avait une jalousie en lui qui était terrible à mon encontre, comment par une multitude de calomnies, il a réussi en fait à, à renvoyer sur moi tous les faits tordus dont il était coupable, que j'étais en train de mettre à jour. Ce qui fait qu'il y a tout un tas d'individus assez faibles et qui se sont trouvés pris par cette emprise-là, par l'emprise du pervers, et qui ont projeté sur moi l'image justement du pervers, puisqu'il a renvoyé sur moi sa propre image. Enfin, c'est vertigineux. C'est pour ça que l'introduction, c'est pour ça que je dis que quand un pervers de ce type-là rentre dans une organisation, la catastrophe est annoncée. On ne sait pas quand elle aura lieu, on ne sait pas sur qui elle va s'abattre, on ne sait pas comment elle va s'abattre, mais elle aura lieu. Et un dernier trait, c'est cette volonté de faire mal, donc du sadisme en fait. Oui, le sadisme, oui, Ouais. tout à fait. Le sadisme, la jouissance. Ouais. Alors, là, il y a une gradation dans la perversité. Il y a ceux qui vont ne rien sentir quand ils font mal, c'est-à-dire qu'ils sont dénués d'affect, dénués d'émotion. Et c'est pour ça que quand il faut faire des plans sociaux, quand il faut licencier avec brutalité, ces gens-là sont les meilleurs, entre guillemets. Mais après, il peut y avoir tout un mode de raffinement chez eux, tout un mode de jouissance dans le fait de faire mal. C'est proprement effrayant. Hein. On voit bien par exemple, le nazisme. Mm. Le nazisme est, comment dire, la, la mise à, comment dire, la recherche de l'extrémité dans la perversité. Hein, c'est l'exemple extrême de la perversité. Il y a tout un tas d'individus qui sont tristement devenus célèbres, comme des Mengele, des individus comme ça qui faisaient des expérimentations sur les prisonniers. Ils éprouvaient une jouissance dans la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'absence d'émotion, c'est un plaisir de faire mal. Et je décris aussi dans mon livre comment Ursi, justement, le DG pervers, arrive à manifeste un certain plaisir. Et c'est pour ça que j'ai pu l'emmener ensuite en justice pour faire reconnaître ce qu'on appelle la faute inexcusable, qui est, donc c'est du pré-pénal, on va dire, qui manifeste auprès de la justice que
l'individu savait que le collaborateur était en souffrance et il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il pouvait à tout moment interrompre la souffrance, mais non, il n'a rien fait et il a au contraire fait en sorte de l'augmenter. Là, il y a quelque chose d'éminemment malsain. Comment sortir globalement de cette perversion? Sortir de la perversion, c'est un gros sujet. Euh, Moi, je pense que, effectivement, ce que je dis à la fin de mon livre, c'est que nous ne sommes pas confrontés, contrairement à ce que nous disent tous les éditorialistes, etc., à un problème politique ou économique. On solutionnera absolument pas les sujets auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui par un nouveau mode économique, des mesures économiques ou des mesures politiques ou des lois ou je ne sais trop quoi. Parce que le problème, il est moral et spirituel. Euh, Aujourd'hui, cette, ce que l'on constate en fait hein, dans l'ensemble de à, comment dire, dans l'ensemble de tous les secteurs économiques et politiques, on constate une corruption qui est une corruption morale généralisée, qui a, euh, qui a fait tomber tout un tas de digues en termes d'éthique, en termes de déontologie. Et tout ça fait que on a aujourd'hui un monde dans lequel la corruption est quasiment normale. À force d'être normale, elle est devenue normative. C'est-à-dire que même la corruption aujourd'hui qui fait les lois, qui fait l'économie. Hein, aujourd'hui, le mode économique, le néolibéralisme est un mode sauvage, un mode où la corruption est de fait possible, un Comment mode où vous il y a... définiriez le mot corruption? Ce qu'est la corruption dans sa globalité? Parce que quand Ah, on pense corruption, on pense souvent corruption financière. Mais là, vous parlez oui, de mais corruption qui est plus large que la corruption financière. je parle de la base de la corruption, qui est la racine de la corruption, qui est la corruption morale. Tout commence par là. C'est un pourrissement. La corruption, c'est un pourrissement. Hein. On peut dire, par exemple, quand on voit un fruit pourri, on peut dire un fruit corrompu. Mhm. Ça veut dire la même chose. Hein. Euh, et donc, cette corruption est vous voyez, une gangrène, un champignon qui vient se mettre en fait sur les valeurs, qui vient se mettre sur les institutions, qui vient se mettre sur tout, et qui peu à peu fait que l'on s'habitue à un nouveau mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement corrompu, où justement il n'y a plus de valeur morale, où finalement c'est la loi du plus fort, où finalement on commence à voir que la justice et du côté des puissants, qu'elle peut être achetée, que les coupables qui sont, enfin les coupables, les présumés coupables qui sont au pouvoir, finalement la justice s'intéresse très peu à eux, mais elle est très brutale sur d'autres qui, eux, ne sont pas au pouvoir ou sont faibles. Voilà. Ça, c'est tout un tas de signes qui montrent que le système est corrompu. Et que de toute façon, quand cette corruption, elle commence à être visible, ce que j'appelle la corruption morale, parce qu'il n'y a, a plus de digue éthique, plus de digue morale, ça veut dire qu'il y a déjà corruption financière et qu'il y aura de plus en plus corruption financière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Et le principe du pervers, on aurait pu en parler tout à l'heure, une des autres caractéristiques, c'est qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité puisqu'il n'a pas en lui de valeur, il n'a pas de, comme je disais, de colonne vertébrale, il n'est pas de principe, il est pour seul principe comment dire, le fait qu'un mensonge puisse marcher. Quand un mensonge marche, pour lui, c'est une vérité, c'est une valeur. Donc, euh, quand le pervers n'a pas de limite. Voilà, il n'a pas de limite. Les seules limites, c'est nous qui les lui donnons.
C'est-à-dire que si on résiste, ça crée une limite, ça Mm. l'empêche. Si on ne résiste plus, si les institutions ne résistent plus, eh ben, il est comme dans un poisson dans l'eau, ce qui explique encore mieux peut-être pourquoi ces gens-là sont de plus en plus promus, sont de plus en plus présents. Ils ne s'interrogent pas, ils ne se posent pas de questions, on va dire, sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je fais. Alors, pour sortir de tout ça, la première des solutions, c'est d'être conscient que l'on est dans Mm. cette situation-là. C'est ce qu'on disait au début. Mm. Et il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas besoin que 100% de la population soit consciente. Il suffit que 1, 2, 3% de la population ait pleinement pris conscience de ça pour qu'un retournement soit possible. Mm. Autre sujet de corruption, celle-ci, elle est spirituelle. Euh, on vit de plus en plus aujourd'hui dans un nihilisme matérialiste. Qu'il n'y a rien, comment dire, d'autre qui a de la valeur que l'argent, que les, les possessions, que le plaisir à court terme, le plaisir immédiat, la consommation. Là, on est dans quelque chose ultra matérialiste et le nihilisme va ensuite se surrajouter, comme on peut le voir aujourd'hui dans notre société, avec une inversion des valeurs qui vont conduire à ce qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un homme ou une femme. On peut se dire femme tout en étant homme, je change, je ne sais plus ce que je suis. Enfin, et j'impose aux autres ma fonction, ma façon de voir, et je stigmatise celui qui n'est pas d'accord avec moi. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est plus grave encore que la corruption morale dont je parlais, c'est-à-dire que la destruction des règles élémentaires qui ont fait la vie pendant des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années. On peut acheter un enfant, on peut faire un enfant par quelqu'un d'autre et puis l'acheter. Bon, c'est la GPA. On commence à promouvoir l'euthanasie en nous expliquant que ça va faire des économies. Donc, tout ça fait qu'on est dans une situation où la société est plus tournée vers la mort, vers le mal, que vers le bien et la vie. Là, on est dans le nihilisme. Voyez. Alors, on est plongé de plus en plus là-dedans. Et c'est une autre prise de conscience qu'il faut que nous ayons. Mais pour ça, il faut avoir une certaine conscience que nous sommes, comment dire, reliés à quelque chose de plus grand et que nous ne sommes pas totalement maîtres de notre vie, contrairement à ce que la doxa habituelle nous imposer de penser. Voilà. Et à mon sens, s'il y a sursaut moral et s'il y a sursaut spirituel, on saura balayer tout ça et on saura retrouver les règles naturelles, normales en fait d'une vie. Moi, ce que j'appelle naturel et normal, mais bon, ça c'est éminemment contesté aujourd'hui. Et c'est ça qui renversera ces mouvements mortifères. Et dans votre livre, il y a juste une phrase où vous dites à travers Coulanges que vous avez repris, vous continuez la méditation que vous faisiez déjà 2 fois par jour, deux longues méditations par jour. Euh, c'est toujours le cas et c'est quoi votre pratique de la méditation qui est ce maintien de cette connexion à votre humanité? Euh, j'ai l'impression, mais ça peut être faux, que quand vous parlez de méditation, c'est des méditations du silence que vous faites en autonomie, pas de méditation guidée. C'est des méditations voilà, classiques de ce qu'on entend par méditation, c'est-à-dire d'écoute de soi euh, et d'écoute de ce vivant et de ses valeurs, Alors, de laquelle découle la morale, justement. desquels découle la morale, effectivement. Effectivement, je glisse juste une phrase.
Oui, mais je l'ai lu. Je vois que vous l'avez vu et que vous l'avez surligné. Mm. J'ai fait exprès, en fait, de, de glisser cette phrase parce que je pense elle fait écho, en fait, à la conclusion hein, que je glisse. La conclusion, c'est que le problème aujourd'hui que nous avons, il est moral et spirituel. Et ma pratique, c'est effectivement une ou deux méditations. Alors, j'appelle ça méditation parce que c'est le mot courant aujourd'hui. Mais euh, je, je, ça se nomme différemment, on va dire. Euh, j'ai pratiqué à une époque la méditation tibétaine. Je m'en suis, euh, je m'en suis éloigné assez rapidement pour rejoindre en fait mes racines chrétiennes. Et ce que je pratique, c'est l'oraison. L'oraison que dans d'autres espaces spirituels, on appelle méditation. Mais l'oraison ne me relie pas à moi, elle me relie, euh, elle me relie, euh, elle me relie à Dieu, parce que j'ai la foi. Elle me relie à Dieu, elle me relie à la vie, hein, elle me relie à la vérité. Et c'est ça qui est l'ancrage, en fait, qui constitue un ancrage profond aujourd'hui dans ma vie. Il y a deux ancrages profonds, mais finalement qui se superposent. C'est l'amour, et puis c'est le lien avec la vie, avec Dieu. Mais les deux se superposent évidemment et sont une seule et même chose. Donc c'est ça ma pratique effectivement, et ça fait partie, cette pratique, de ce qui a pu me sauver, à la fois pour prendre très vite conscience de ce que je vivais, ce qui ne veut pas dire que j'en ai pas été victime, parce que j'étais dans ce lien de subordination et de, entre guillemets, soumission au pervers qui lui a fait très très vite dans la violence graduelle. Mais donc cette pratique en fait quotidienne, effectivement, construit un espace de silence profond en soi, euh, et d'attention à ce qui est la vérité dans ce monde, d'attention à ce qui fonde ce monde, d'attention aussi de compréhension, de lucidité à ce qui le pervertit, à ce qui le corrompt. Et parce que nous sommes, chaque être humain est un champ de bataille, est un champ de bataille entre des forces, on va dire, positives et des forces qui cherchent à le corrompre. Et la vraie prise de conscience la plus profonde, une des plus profondes et qui en tout cas génère ensuite un mouvement d'essayer de se redresser humainement par son humanité, c'est la prise de conscience effectivement que nous sommes un champ de bataille, et que nous sommes un champ de bataille de forces qui nous dépassent et qui, l'une cherche à nous sauver et l'autre cherche à prendre possession de nous-mêmes. Donc nous sommes un champ de bataille de la perversion. C'est ça en fait et je ferai un prochain livre justement qui lui aura une sera spirituel, en tout cas aura cette ambition-là, et qui expliquera de quoi la perversion est le nom, et, et qui aura une autre lecture, qui n'aura pas une lecture profane, on va dire, de ce que j'ai vécu, mais une lecture spirituelle de ce que j'ai vécu. Et comment j'ai pu être sauvé, justement. Et c'est ça que j'appelle, alors je ne l'ai pas nommé dans mon Mm. livre, dans le chapitre 6, je crois, je décris ce qu'est, sans la nommer, je décris ce qu'est la résilience. Je décris comment, à un moment donné, effectivement, au cœur de cet anéantissement que j'ai pu vivre, comment, à un moment donné, comment ayant été calciné par le burn-out profondément et violemment, comment j'ai pu reconstruire à partir de très peu de choses, un germe
qui est en fait le germe de l'authenticité, comment j'ai pu reconstruire à partir de là, et comment j'ai pu me reconstruire euh, Renaître, en fait. en liberté et renaître et acquérir cette liberté effectivement qui est l'authenticité et ne plus être soumis à des injonctions sociales, sociétales, de pensée. Je l'ai noté la phrase. Il est un sursaut libérateur, une renaissance pour unir en accord avec soi-même l'ultime richesse. Voilà. Et ça, c'est l'ultime richesse. C'est l'autre que j'ai surligné. C'est l'ultime richesse, effectivement, d'être libre dans notre société. Il n'y a pas plus grande richesse que cette liberté. Et c'est finalement ce que offre, quand on le prend et quand on le regarde en face, le burn-out, qui est, quand il est très sévère, effectivement, excusez-moi, un anéantissement intérieur à partir duquel on peut se reconstruire, alors je dirais pas comme un Lego, mais remettre en soi les éléments qui nous appartiennent vraiment. Et c'est ça la liberté d'être ce que l'on est, l'authenticité. Burnout rase tout quand il est violent. Hein. Pas, y a, on entend des fois des gens qui disent ah ben, j'ai fait un burn-out, j'ai pris une semaine d'arrêt maladie. Ça c'est pas un burn-out. Ça c'est certainement pas un burn-out. Un burn-out, moi, moi ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans quasiment jour pour jour. Ça fait 5 ans et aujourd'hui, j'ai 3 heures d'énergie par jour. Le jour J, quand c'est arrivé extrêmement violemment, je le décris dans mon livre, comment et comment ça se traduit, j'avais même pas l'énergie pour lever un doigt. Aujourd'hui, j'arrive à avoir 3 heures d'énergie par jour. Avant, je n'étais jamais fatigué. Aujourd'hui, je m'épuise très vite. Donc, c'est quelque chose qui, physiologiquement, détruit quand même très, très profondément. Par contre, si on arrive à, à le vivre dans sa vérité et à aller puiser au plus profond de soi cette authenticité et à reconstruire à partir de ça, ce que peut aider, ce à quoi peut aider la méditation, par exemple, parce que ça permet de se recentrer, d'aller chercher inconsciemment, profondément en soi, et toi de s'approfondir, et bien à ce moment-là, on se reconstruit, oui, effectivement. Mais beaucoup de gens en ressortent dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus d'aller. Ils essaient de repartir au travail alors qu'ils peuvent pas. Ils sont avec des conjoints qui ne comprennent pas, qui les enfoncent, qui les quittent, des amis qui se moquent d'eux. Enfin, ça peut être profondément tragique. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout perdre. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des lecteurs et je continue d'en avoir. Il y en a qui ont vécu des choses, mais c'est... Alors, ce que j'ai vécu est délirant, mais eux, en plus, leur femme ou leur mari les a quittés, ils ont tout perdu, ils ont même plus de maison, ils ont plus de salaire, ils ont plus de revenus, ils ont plus rien, plus rien, plus rien. Et là, il faut se battre pour continuer à vivre, mais le vivre basiquement. C'est-à-dire qu'on pense même pas à la reconstruction, on essaie de vivre basiquement. Vous voyez. Et c'est là qu'il y a un scandale sanitaire aujourd'hui en France. C'est que le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, alors que c'est produit par le monde professionnel. Mais il y a tels enjeux financiers qu'il y a une vraie barrière économique et politique. Donc, là où c'est encore pervers, c'est que le burn-out dans le monde professionnel aujourd'hui, c'est un permis. Déjà, cette non-reconnaissance de la maladie professionnelle est un permis de tuer. On peut détruire quelqu'un socialement, physiquement, familialement, socialement. On peut le faire, voilà, on ne risque rien. Pénalement, on ne risque rien, quasiment. Bon, il faut vraiment avoir des preuves, hein, et c'est très compliqué d'en avoir, parce que le harcèlement, c'est très, très difficile à prouver. Euh, et, euh, et donc, il y a un permis de tuer. C'est ça aussi la perversion. Au travail, aujourd'hui, c'est ce que je dis, hein, il y a un permis de tuer.
Donc c'est gravissime. Mais pour revenir à ce qu'on expliquait, à ce qu'on disait, effectivement, il y a une reconstruction possible et c'est finalement, et c'est là le retournement majestueux en fait de la vie, c'est d'une situation extrêmement critique de pouvoir produire quelqu'un de rénové, on va dire, et qui peut, et c'est ce que je fais à travers ce livre, à travers mes interventions. Aujourd'hui, je vais être invité à l'étranger, je suis invité dans des organisations, institutions qui peuvent être prestigieuses, dénoncer. C'est-à-dire que finalement, ça produit des gens qui sont devenus tellement lucides de la situation, qui sont capables de parler et de dire et d'expliquer à quel point nous vivons dans un univers profondément pervers et de décrypter cet univers pour que d'autres, sans passer par ces épreuves très violentes, arrivent, comment dire, à avoir la conscience de ce qui se passe pour justement renverser ce système. Vous le faites très bien, c'est bien. Et Merci. je voulais encore rajouter un petit encart justement sur pourquoi vous y êtes arrivé et enfin, le grand facteur, c'est votre femme. Et là aussi, vous en parlez de manière très courte par rapport à l'impact qu'elle a eu. Mais là aussi, le passage, il est très fort parce qu'on comprend avec les mots, enfin la façon dont vous le décrivez, la puissance que ça a eu. Mais je voudrais quand même un petit peu que vous en parliez justement de ce qu'elle vous a apporté, de comment ça s'est traduit, ce soutien, cet accompagnement. Alors, je parle d'elle, c'est pas très court dans mon livre. J'ai justement, je lui ai comment dire, réservé plusieurs pages où je parle d'elle effectivement. C'est à la fois pudique et puis ça dit les choses. Elle, ce livre aussi, il sert aussi à dire aux conjoints à quel point leur rôle est fondamental, que ce soit un homme ou une femme. Pareil pour les amis. Euh, Si le conjoint comprend, il y a une grande partie du chemin de, comment dire, de renaissance ou de survie qui est fait. Parce que la pire des choses quand on vit quelque chose d'aussi violent, c'est de ne pas être compris. Et c'est normal de ne pas être compris parce que on a l'impression, l'autre a l'impression que vous êtes en très bonne santé puisque le burn-out ravage à l'intérieur et il laisse l'extérieur en parfaite santé. Il n'y a aucun signe médical qui donne, comment dire, qui oriente le médecin généraliste enfin, le médecin qui veut se baser sur des analyses. Il n'y a aucun fait médical qui montre que vous êtes en mauvaise santé. Rien. Ce que je dis dans mon livre, j'ai fait des kyrielles d'analyses, des IRM, des scanners, des prises de sang à plus les compter, bon, etc., etc. Tous me disaient, mais tout va bien, vous êtes en parfaite santé. Ah non, je suis en parfaite santé, mais détruit. Et donc, moi, j'ai des amis qui n'ont pas compris, qui ont cru que j'étais devenu un feignant, que je me noyais dans ma souffrance. Il y en a un qui m'a dit ça, que j'étais incapable de reprendre pied, qu'il fallait que j'aille faire du sport. Ouais, sauf que quand on a fait un burn-out et qu'on on arrive à peine à lever le doigt, c'est pas pour aller courir 1 heure dehors, quoi. Donc, quand il y a comment dire, ce fossé total entre les gens qui vous connaissent, qui sont censés vous aimer, et vous, vous êtes incapacité à montrer ce que vous vivez, ben vous pouvez vous sentir extrêmement seul, et ça vient que rajouter à, à une situation profondément dépressive. Et là, c'est la mort. C'est la mort qui vous attend. Il y a Gabriela Wenhurst, qui est une avocate suisse et qui aide ceux qui ont vécu le genre de hyperharcèlement
comme je l'ai vécu, ce qu'elle dit, c'est que 2 tiers de ceux qui vivent ça se suicident. 2 tiers. C'est phénoménal. Ce qu'il faut voir, c'est que le trauma est considérable. Ce type de harcèlement est comparable, je le cite dans mon livre, est comparable à ce qu'une victime de viol multiple peut vivre, ce qu'une victime de crash aérien peut vivre, ou ce qu'un prisonnier de guerre très maltraité, un prisonnier de guerre ou un prisonnier de camp politique très maltraité peut vivre. C'est voilà, c'est ça le harcèlement, le hyperharcèlement au travail. C'est la même chose que ça. Pour montrer l'échelle, en fait, d'ultra-violence, de terreur dans lequel on vous plonge. Et donc, ça crée des traumas extrêmement violents. Et ce que dit Gabriela Veneups, c'est j'ai constaté qu'il y en a 2 tiers qui se suicident. Voilà. Donc, c'est colossal, quoi. Et donc, pour revenir à ça, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous comprend, ben, vous êtes sur la très, très mauvaise pente. Et ma femme a compris avant moi. Elle a tout compris, en fait. Elle a tout compris immédiatement. Et à ce moment-là, sa compréhension a été tellement belle, tellement profonde, tellement humaine, qu'à aucun moment elle m'a plaint. À aucun moment elle m'a laissé, comment dire, m'enfoncer dans soit dans une victimisation, soit dans un ressassement. Et elle a toujours, et c'est ça l'empathie et la compassion qui est encore plus beau, c'est-à-dire qu'elle a réussi, comment dire, à totalement comprendre ce que je vivais, et donc par là à m'apporter des ressources, passant par elle. Et donc elle s'est profondément impliquée humainement et énergétiquement, pourrait-on dire, émotionnellement, à en fait me décharger de plein de choses pour les prendre elle-même et à m'aider comme ça à remonter la pente. Et donc, ce qui était magnifique, c'est-à-dire que quand moi j'étais au bord du trou, dans le salon, allongé, sur le canapé, j'étais plus capable de faire grand-chose. Et là, elle était autour de moi, elle chantait, elle plaisantait, etc., etc. Et je la voyais jardiner, je la voyais faire plein de choses très vivantes, en fait. Et dans ce comportement extrêmement vivant, joyeux, elle m'entraînait finalement dans sa gaieté, dans sa joie profonde. Et c'est ça qui m'a tiré aussi, qui m'a tiré comme la méditation, comme la foi, comme son amour, qui m'a ressorti du trou. Si ça avait été quelqu'un qui était là tout le temps à me plaindre, à me victimiser, ça aurait été horrible. C'est horrible. C'est toujours On ne dans ce tire que pas vous quelqu'un dites, comme ça. dans ce que vous dites, c'est toujours l'appel de la vie. C'est l'appel de la vie. Choisis la vie. Il y a une phrase dans Isaïe, dans la Bible, qui dit choisis la vie. C'est ça. Voilà. Et elle m'a fait choisir la vie. Elle m'a donné le chemin de la vie. Voilà. Moi, je crois qu'on va rester sur ça, sur cette belle note. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? On n'a peut-être pas dit ou Moi, je crois qu'on a dit plein de choses importantes euh, qui, euh, qui sont fondamentales dans le monde actuel, parce que nous sommes les temps sont durs, mais ils risquent d'être encore plus durs. Voilà. Donc il faut vraiment s'armer et je pense qu'il y a une course contre la montre aujourd'hui. On est dans une course contre la montre entre des forces extrêmement violentes et négatives et la vie. Voilà. ça nous ramène à la conclusion de la solution, c'est se reconnecter à la vie en soi, ce que vous mettez sous le spirituel, se reconnecter à la vie à l'extérieur, c'est-à-dire le lien, d'échanger, de créer ensemble et tout ça. Et Alors voilà. ça, le lien, je ferai un livre là-dessus, un livre un petit peu coup de poing, pour dire que
mais on terminera là-dessus, parce que sinon je repars dans un... C'est-à-dire que la richesse de la population, c'est le lien. Et pourquoi c'est important? Parce que dans ce monde pervers, hein, on se rappelle les caractéristiques du pervers, c'est de diviser, Mm. atomiser. Et donc, il cherche à diviser et à atomiser la population. Et si nous nous laissons faire, si nous perdons les liens, on est fichu. C'est par le lien qu'on retrouvera notre humanité. Alors, il faut la retrouver en soi, pour la retrouver collectivement, mais c'est par ce lien que nous la retrouverons et que nous sortirons de cette impasse. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, c'est une belle fin. Merci beaucoup. Une interview très riche qui montre que sortir de l'emprise n'est pas une question de volonté ni de force. C'est la présence, la capacité à observer, à décrypter ce qui se joue, la présence à la vie, la méditation et la qualité de présence de l'entourage qui sont les vraies clés. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix et inscrivez-vous à la newsletter. Si cet épisode vous a parlé, si vous souhaitez développer votre qualité de présence ou simplement en découvrir davantage, téléchargez Pleine Présence, l'application. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. À très vite.